Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Tout un plaisir que de vous retrouver. Je suis celui qui préside donc ce tribunal de l'actualité, ma personne Loukman Sanfo, avec donc deux juges au siège toujours à l'appréciation de l'actualité nationale et internationale. Et bienvenue à tous et à toutes, avec bien sûr la complicité de l'équipe de réalisation de cette émission. On commence par vous partager une pensée de Louis-Philippe Robidoux qui dit ceci: il ne faut pas que l'indifférence aille jusqu'au mépris, il ne faut pas que la consolation aille jusqu'à l'humiliation. Bonne méditation en cette journée du 13 octobre 2020. C'est un plaisir que de vous retrouver. Ben Abougma, bonjour. Geoffroy Vaha, bonjour. Bonjour Président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Abougma, bonjour Président. Bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être à cette tribune, le tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation et merci surtout à vous, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez du lundi au vendredi à partir de 8h pour les versions directes. Sans oublier la rediffusion, il faut bien noter dans vos agendas, c'est 21h30 sur la télé True TV et 22h temps universel sur la radio et la fréquence, c'est 100.8. Alors, ce matin, on a envie de se prononcer sur une question cruciale, la question du retour des exilés, voilà, et la réconciliation nationale à laquelle certains Burkinabés appellent de tous les vœux. Il se trouve que le Premier ministre burkinabé s'est prononcé sur la question en marge donc de sa rencontre avec les forces vives de la région du centre-sud. Christophe Dabiré a notamment indiqué qu'il n'y a pas d'exilés politiques au Burkina Faso. Une réponse donc à ceux qui vivent et qui invitent donc les autorités à faciliter un retour des exilés afin d'avoir une réconciliation vraie. Et sur la question de la réconciliation, d'ailleurs, il affirme aussi qu'elle est en cours et que des acquis ont déjà été engrangés. Partagez-vous ce regard sur cette question précise, surtout ces propos du Premier ministre burkinabé. On va y porter un jugement dans la première partie de l'émission, le tribunal de l'actualité du jour. Et puis, le 18 octobre prochain, les Guinéens devront donc, une fois de plus, aller aux urnes pour décider qui du président sortant, Alpha Condé, ou de l'opposant Cellou Dalein Diallo, va présider la destinée de leur pays pour les 5 prochaines années. Et à quelques jours de ce nouveau scrutin, de ce nouveau rendez-vous, va-t-on dire, c'est une ambiance de tension, d'accusation mutuelle et de suspicion qui se déroule au niveau de la campagne électorale des deux principaux candidats. Quel regard porter? Voilà ce qui est des deux sujets d'actualité, en tout cas en enrôlement ce matin. Nous allons écouter les avant-propos des juges au siège après la virgule. Merci encore une fois de votre fidélité. Pour la première partie de l'émission, ce sont les propos libres des juges au siège et c'est le juge Ben Abougma qui a la parole. Merci Président. J'ai deux avant-propos, un peu plus ou moins liés. D'accord. Oui. Le premier va concerner ma personne pour les propos qui ont été retranscrits hier et donc qui ont effectivement soulevé beaucoup de tollés. Donc beaucoup m'ont appelé, certains m'ont écrit, marquant leur indignation et beaucoup étaient effectivement ahuris. Et c'est vrai. L'instantanéité et la retranscription des propos de quelqu'un qui parle en direct, ce n'est pas évident pour celui qui gère le clavier. J'ai déjà assumé ses responsabilités de chef de service multimédia dans un média et je vous dis que ce n'est pas une mince affaire. Je fais partie aussi de ceux que certaines personnalités ne décrochaient plus quand elles ont su que je travaille dans le service web et qu'il y a des retranscriptions de leurs propos qui ne reflétaient pas réellement ce qu'elles ont voulu dire. Et à certains, j'ai demandé pardon, d'autres ont mis du temps avant de me reprendre au téléphone. Oui, parce que ça vous tombe là-dessus et ça peut vous coller à la peau jusqu'à même à la fin de vos jours. Donc, je sais de quoi est-ce que ça retourne. Sauf que cette fois-ci, moi aussi, j'en suis victime. Je ne voudrais pas accuser mes collègues du service web, non, pas de là, j'assume ce qui a été dit, parce que c'est la reprise des propos d'un auditeur sur la radio Watt FM qui demandait est-ce que ces travaux étaient nécessaires, est-ce qu'il est nécessaire de continuer de produire des rapports, et parce que pour lui ça ne sert pas. Et donc c'est la reprise de ces propos que le service web pensait que c'était des propos que je partageais. Non, j'ai dit il y a des gens qui disent effectivement que ce n'est pas utile. La preuve, il y a un auditeur ce matin qui l'a dit. Mais je ne peux pas me dédire parce que j'ai cité des faits de l'actualité
quand je parlais du ministre Bouddha, c'est un rapport du RENLAC. Quand je parlais du ministre Joseph Paré épinglé dans le rapport 2012 pour des faits de malversation estimés à plus de 262 millions de francs CFA. J'ai dit bien, c'est contenu dans le rapport de 2012. C'est un travail du RENLAC que j'ai également cité hier. Et donc le RENLAC fait partie de aussi ceux qui ont fait bouger les lignes pour qu'on puisse obtenir une loi qui encadre les soupçons de mal pendant le CNT, pendant la transition. Et donc, pas très longtemps, j'ai reçu également Luc Marius Ibriga, le RENLAC. Voilà. Donc, je ne peux pas venir saper ce travail, cet effort d'hommes et de femmes depuis des années. Vous l'avez d'ailleurs reconnu dans l'émission. Voilà. Donc, je l'ai reconnu dans l'émission. J'ai dit la retranscription a été autre chose et je voudrais m'excuser pour ces propos qui ont blessé plus d'un. Je voudrais également m'excuser auprès du RENLAC parce que c'est comme si je disais que le RENLAC ne faisait rien d'utile. Et ça, je voudrais m'excuser pour ça. Ce n'est pas votre pensée. Ce n'est pas du tout mes pensées. Je ne le partage pas et je ne peux pas assumer que le RENLAC ne fait pas un travail qui fait bouger les lignes. Ça, je ne peux pas. Donc, je m'excuse pour cela. Et pour ceux qui ont suivi la rediffusion se rendront compte de ce que j'ai dit sur la bonne foi. Maintenant, pour le reste, je ne peux pas empêcher aussi les gens de dire autre chose. Certains sont allés trouver des formations que je donne à des partis politiques. J'informe aussi que ça fait partie de ce que je fais. Je suis formateur professionnel certifié. Donc, je donne des formations à des organismes privés et à des organismes publics, à des partis politiques et à des leaders d'OSC. Ça, je le fais aussi. Bon, je ne dis pas sur ma page Facebook. Voilà, donc ça peut prêter à confusion. Sinon, j'ai beaucoup de clients dans les partis politiques, même dans l'opposition. C'est dans l'opposition même que j'ai plus de clients. D'accord. Maintenant, pour revenir à l'autre avant-propos, en lien avec, j'ai dit les deux sont liés, parce que j'ai vu une note signée par la police municipale qui demande, qui suspend le contrôle. La police nationale. La police nationale, pardon, qui suspend le contrôle parce qu'il est arrivé à constater qu'il y a des soupçons, des dénonciations pour faire de raquettes liées au contrôle de comment on appelle ça, de documents. Et ce qui a été mis en place, c'est rapidement pour le moment de lever jusqu'à nouvel ordre. Oui, mais où on n'arrive pas à comprendre, c'est que s'il y a des dénonciations, ceux qui dénoncent sont des preuves. Hier, j'ai dit s'il y a un corrompu, il y a forcément un corrupteur. Où sont passés les deux? Donc si quelqu'un a dénoncé, est-ce qu'on lui a forcé la main? Est-ce que la chose la plus facile à faire pour les policiers qui ont fini avec les enquêtes, comme on le dit, c'était également d'infiltrer le dispositif et puis prendre les indélicats. Je pense que pour notre police nationale, c'est un travail qui est très simple et très facile à faire. Des enquêtes ont abouti sur ce prisme-là. Il y a eu la police des polices qui a été créée quand Simon Compaoré était ministre pour régler ces questions de corruption, de raquettes sur l'espace public. Donc aujourd'hui, où est cette police des polices et ceux qui sont pris, comment est-ce que c'est géré pour qu'on arrive à une telle situation? Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de dénonciation. Parfois la hiérarchie même demande à la victime de faire pardon parce que c'est l'image de la police, il ne faut pas envoyer ça loin. Je sais de quoi aussi je parle. Des commissaires de renom ont été épinglés et ce qu'ils ont fait, c'est de demander pardon pour que l'affaire n'aille pas loin parce que c'est en même temps l'image de la police. Hier j'ai dit, c'est parce que nous nous accommodons sans qu'il y ait une sanction ou qu'il n'ait pas d'exemple qui viennent de là-haut que nous continuons. Et quelques rares moutons noirs contenus dans le troupeau font en sorte qu'on a l'impression que c'est tout le troupeau qui n'est pas bien. Et ça, nous sommes dans une telle situation. Ça sonne comme un aveu d'impuissance d'une police qui n'arrive pas effectivement à mettre de l'ordre dans ses rangs. Et ça aussi, c'est l'image que ça renvoie. Sinon, en 2012, dans le rapport du RENLAC 2012, la police nationale était classée 9e. C'est la douane qui était en tête, suivi de la police municipale. Dans le trio, il y avait la justice, les impôts, la DGTTM, mais vous constaterez que les services des impôts, la justice ont reculé. Et la police nationale, en quelques 9 ans, 10 ans, parce que c'est en 2012, le rapport 2012, de 9e, aujourd'hui, la police nationale est dans le top 5. Donc il y a eu un relâchement, et donc peut-être que ce qui a été fait, c'est de contribuer à ce que, comme on appelle ça, l'image de la police nationale puisse être redorée. Sinon, ce n'est pas à l'honneur de nos policiers. Donc vivement que, effectivement, un travail soit fait pour qu'on puisse redorer le blason, parce que ça, le retour, il n'est pas positif. D'accord. On espère d'ailleurs que ça ne va pas se limiter à simplement une suspension de contrôle des documents et que, comme vous l'avez dit, on pourra extirper le mauvais grain de livret, comme on dit. Geoffroy Var, quel est votre avant-propos du jour?
Mon avant-propos va concerner encore les arrangements qui ont permis la libération d'otages récemment au Mali. J'ai dit dans un avant-propos hier qu'on en sait petit à petit un peu plus sur la contrepartie de la libération des otages pétroniens, anciens CIFOP maliens et deux autres otages. J'avais parlé hier, et ça c'était su déjà, de plusieurs centaines de terroristes, disons les choses comme ça, libérés, et d'argent, c'est-à-dire d'espèces sonnantes et trébuchantes qui ont été données. Et il y a la France qui déclare avoir joué qu'un rôle de second rang. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais donc nous n'avons pas été au devant des négociations. Donc ça veut dire que là, on va dire c'est au Mali et à ses autorités de s'assumer sur les négociations qu'il y a eu, parce que la vérité c'est que ça commence à faire des fines bouches. Mais moi, ce sur quoi je voulais m'arrêter, c'est deux petits points. Le premier point, c'est peut-être jeter un petit regard rétrospectif sur la façon dont le traitement de ce sujet-là a été par notamment la presse occidentale. Beaucoup de prudence jusqu'à ce qu'on ait effectivement Soumaïla Cissé et Pétronet qui soient libérés. Et à chaque fois que les informations fusaient, puisque la plupart de nos médias depuis lundi avaient presque tous annoncé la libération de Soumaïla Cissé, mais il y avait l'enjeu de Pétronet qui était encore sur la table des discussions. Mais ce qui était sûr, c'est que pour Soumaïla Cissé, ça semblait acquis depuis lundi. Lui-même l'a avoué lorsqu'il a été libéré pour finir. Donc la plupart des presses n'avaient pas vraiment menti, parce que la décision de sa libération avait déjà été actée et le mouvement même de sa personne vers un point pour rejoindre Bamako avait commencé. Mais, je dis encore, il y a une presse occidentale qui a été très prudente parce qu'elle ne voulait pas faire capoter les discussions qu'il y a eu. Mais c'est une prudence qu'on n'a pas forcément lorsqu'il s'agit de nos sujets. Vous vous rappelez, très vite, certains ont failli livrer en pâture nos autorités, disant le nombre de personnes et la qualité de certaines personnes qu'il y avait sur Kwame Nkrumah et qui seraient même dans l'hôtel ou en train de travailler alors que les terroristes étaient en train de frapper. C'était des informations qui étaient capitales. Ça a été même relayé par certaines presses nationales. Donc je pense qu'il y a un enseignement à tirer dans ce qui s'est passé très récemment. C'est une presse qui très souvent n'accuse des enjeux de l'impact de l'information qu'il donne lorsque ça concerne un peu nos petits problèmes à nous. Mais quand c'est ce type de problème, ils sont très regardants là-dessus. Mais c'est normal, tout est jeu d'intérêt et c'est à nous, c'est ce que je dis aujourd'hui, de tirer les leçons de cela. Et nous aussi, presse, ce n'est pas une question de museler ou quoi que ce soit, devrons aussi à un moment donné comprendre qu'il y a une guerre de communication. Et dans cette guerre de communication, il y a une responsabilité que les uns et les autres doivent avoir. Nous, sur nos sujets, eux sur les leurs. Et je pense que la leçon devrait être retenue au regard de la façon dont l'élément a été traité. À chaque fois que nous disions il y a libération, en tout cas les tractations ont permis de trouver un point d'accord, on vous dit non, soyons prudents, rien n'est encore fait, parce que il ne faut pas mettre à mal les négociations qui sont en train d'être menées. Je dis il faut être intelligent et lire entre les lignes et comprendre comment quelquefois on utilise de la finesse dans le métier de journalisme parce que c'est dans nos intérêts et que pour d'autres questions on ne prend pas de gants. C'est bien aussi qu'il y ait maintenant aussi une offre informative au niveau local qui est en train de faire basculer les choses parce que chaque matin les gens se réveillaient en écoutant les gens venus des milliers de kilomètres raconter votre vie et raconter ce qui est en train de s'y passer et quelquefois en écorchant vos noms et en ne maîtrisant aucunement votre géographie. Aujourd'hui les choses sont en train de changer parce qu'on a une offre nationale, on a une offre domestique. Et ça, c'est très important. Et à chacun de voir les enjeux qu'il y a dans la question de communication et les enjeux qu'il y a dans les traitements que nous faisons de nos différents éléments. J'ai dit que c'était la première leçon. J'ai dit qu'il y a une deuxième leçon. Pétronet qui est sorti, elle s'est fait appeler comment, Mariam, non? Mariam, oui. Mariam. Elle a même envie de retourner chez ses ravisseurs. Vous voyez, bon, on parle du syndrome de Stockholm et tout, mais vous voyez la force de persuasion que ces messieurs ont. J'ai dit, quand on écoute un peu, ce ne sont plus ces geôliers. Elle a adhéré à autre chose. Donc, quand on voit un peu comment Pétronet défend un peu
même ces ravisseurs ou à une autre façon de voir ces personnes ou une autre perception de ces personnes aujourd'hui, commençons à comprendre comment ça peut être pernicieux, la façon dont petit à petit ils peuvent dans notre vie de chaque jour gagner nos petits jeunes qui manquent d'emploi, qui manquent d'argent, qui manquent de repères, qui manquent d'éducation. Voilà. Et ça, je dis, c'est très important. Quand vous écoutez aujourd'hui, et pour revenir encore à la même question, les médias occidentaux taisent un peu la chose. C'est dit, c'est au détour de quelques interviews que, bon, on ne pouvait plus rattraper quoi que ce soit. Et puis on a compris que chez Dame Petronet, beaucoup de choses ont changé. Mais depuis, ça c'est un autre débat sur lequel ils ne veulent pas rentrer. C'est sûr que demain, on nous parlera de personnes sur lesquelles il faut travailler parce que sûrement qu'il y a eu sur le plan mental un certain nombre de travail, un certain travail qui a été fait notamment par ces ravisseurs. C'est ce qu'on nous dira. On ne mettra pas forcément la conviction de la foi parce que c'est ce qu'elle dit avoir aujourd'hui. Mais je veux dire que c'est ça le fond. Nous, on devrait aussi comprendre qu'il y a une force de persuasion. Ils ont des arguments et ils ont des moyens de persuasion. Et ça, il faudrait qu'on en ait conscience. Et le plus important, c'est quoi? Ceux qui sont les plus exposés, c'est-à-dire la frange jeune, qui aujourd'hui manque de repères, il faut leur trouver une alternative. Et ça, je pense que c'est très important. C'est les leçons que je voulais qu'on tire voilà, de cet épisode-là qu'on a vu récemment, parce qu'il ne faudrait pas laisser cela comme ça. Je pense qu'il y a des enseignements à tirer, c'est les deux que je voulais partager aujourd'hui. D'accord, merci à vous pour nous avoir partagé donc ces informations, ces leçons que vous tirez donc de la situation de libération de ces otages au niveau du Mali et de leurs conséquences sociales. Alors, mesdames, messieurs, à présent, on va apporter un jugement sur le vivre ensemble au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. On apprend qu'il y a 0 exilé politique au Burkina Faso. C'est la conviction, peut-on dire, du président du Faso, traduit par son premier ministre Christophe Dabiré, qui lui, en tout cas en marge de sa rencontre avec les forces vives de la région du centre-sud, a laissé entendre que nous n'avons pas poursuivi des gens pour leurs convictions politiques au point qu'ils aillent se réfugier ailleurs. Et c'est une réponse à ceux qui invitent les autorités à faciliter un retour des exilés afin d'aller vers une réconciliation vraie. Et sur la question, il a également dit que la réconciliation est déjà en cours et qu'il y a déjà en tout cas des actes qui sont déjà posés dans ce sens et des actions engrangées. Quel est le regard? Partagez-vous ce regard du Premier ministre burkinabé sur la question de la réconciliation et du retour des exilés? C'est en tout cas la question que nous nous posons ce matin à cette émission, le tribunal de l'actualité. Bernard, d'office, je sens que ça appelle à une définition de la notion même d'exilé politique. Quel est votre entendement de ce concept, de cette question précise? Oui, effectivement, ça sonne à une clarification maintenant d'exilé politique. Bon, pour faire simple, c'est ceux qui sont forcés de rester loin de la mère patrie pour des questions politiques. Donc pour des questions politiques, et puis il y a des conditions à remplir. Et dans ce cas-là, quand vous êtes un exilé politique, vous bénéficiez d'un certain nombre de protections, de garanties où vous êtes, et aussi où vous êtes astreint aussi à un certain nombre de conditions par rapport au devoir de réserve, et vous devrez pouvoir tenir également votre langue comme on le dit. Donc il y a ces conditions-là qui sont fixées par rapport aux exilés politiques. Donc maintenant, est-ce qu'il y en a qui abusent? Est-ce qu'il y en a qui ont réellement le statut? Et il y a des gens aussi qui ont peur de retourner dans leur pays. That is the question, comme on le dit en anglais. Mais maintenant, par rapport à une telle situation sur la terre d'accueil, si la terre d'accueil vous donne le statut de réfugié, d'exilé politique ou de réfugié politique, c'est selon. Bon, en ce moment-là, effectivement, il y a un traitement, je dis bien, qui va avec. Il y a des papiers officiels par rapport à ces choses-là qui vous sont remis pour faciliter un certain nombre de choses. Parce qu'on peut vous rapatrier pour des agissements. Et le pays d'origine également peut demander qu'on vous ramène pour X ou X raison. Mais si vous bénéficiez de cette protection, vous ne pouvez pas, parce que les États ont souscrit au niveau international à des textes qui encadrent. Donc vous ne pouvez pas violer ces textes-là et puis livrer quelqu'un comme ça, surtout que quand il y a des questions sécuritaires sur sa personne, parce qu'il y a ces cas-là, quand la personne rentre, ce n'est pas aussi évident. Donc, et même ceux qui bénéficient de l'accueil de certains États, il y en a qui font l'objet, je dis bien, de protection très très rapprochée pour leur sécurité. On a vu le cas Bala Keïta à Ouagadougou, qui était
même gardé, mais ça n'a pas empêché qu'il soit effectivement assassiné. Jusqu'à présent, les mobiles du crime ne sont pas connus, les auteurs de l'affaire n'est pas encore vidé comme on le dit, mais c'est quelqu'un effectivement qui avait cette couverture-là au niveau du Burkina Faso, des faits d'exilés politiques. Il y a bien d'autres cas où des exilés ont été retrouvés et puis exécutés, comme l'affaire Ben Barka en France, voilà. Mais d'autres ne bénéficient pas, et il y en a aussi qui en font une raison d'activisme politique. Voilà, on m'empêche de rentrer, si je rentre il y aura ceci, si je rentre il y aura cela, et donc il y en a qui abusent, donc il se fait lui-même exilé politique pour effectivement abuser de la situation, pour continuer son activisme politique. Donc il y a ces raisons-là. Sinon, ceux qui bénéficient parfois du statut sont astreints à un certain nombre de conditions. Et vous remarquerez que ce qui concerne le Burkina, de ceux qui sont partis, je ne crois pas, sauf Blaise Compaoré qui une ou deux fois s'en est ouvert à Jeune Afrique, ça s'arrête là. Et là aussi, c'était des cas de force majeure. Et ces sorties, c'était aussi dans le cadre de son parti politique. Sinon, les autres, c'est motus et bouche cousue. Sauf quand Safiatou Lopez était des passages à Abidjan, était allé à Abidjan pour rencontrer certains et à poser avec d'autres. Pourquoi on revoit encore des visages de certains qui sont à Abidjan, pour se rappeler d'ailleurs qu'il y a X ou Y qui y sont. Bon, voilà. Donc il y a aussi ceux qui refusent de rentrer. Et comme sous la transition, le professeur Koutaba, qui était à Abidjan comme ambassadeur, et dont la mission a été terminée, ils ont mis fin à la mission, mais il n'est pas rentré. Il est pratiquement resté, et puis bon, jusqu'à présent, il y est toujours. Donc depuis la transition jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui n'est pas rentré. Alors, donc, mais au niveau du Burkina, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui, je dis bien peut-être. Voilà. On va certainement revenir sur ces cas précis-là. Geoffroy, on comprend que Bernard n'a pas donné une définition académique de la notion d'exilé politique, ou la notion même de terme politique, parce qu'effectivement, c'est une notion qui est laissée à interprétations diverses. Et on a comme l'impression que sous nos cieux aussi, il y a comme un moyen pour certains acteurs politiques de se réfugier derrière justement cette notion-là pour parler de répression politique, parler donc de manœuvre politique à leur encontre. Est-ce que là, vous comprenez un peu les enjeux liés à la question aujourd'hui sur l'échiquier national? Oui, mais ça aussi, c'est, quoi qu'on dise, il y a une réalité. Et puis, comme Bernard Bougma le disait, il y a aussi ceux qui veulent surfer sur une vague. Et ça, on ne peut pas le dénier. N'oublions pas aussi que pour l'homme politique, tous les problèmes qu'il y a à l'endroit de sa personne ou qu'il vit ne sont pas loin d'un type d'acharnement du fait de ses convictions et de son choix, souvent parce qu'il n'est pas au pouvoir. C'est un peu la réalité. Oh non, même si j'ai pas accès au marché, je connais. On m'a annulé beaucoup de marchés maintenant parce qu'on sait que mes opinions je ne partage politiques. pas, voilà, certaines convictions. C'est-à-dire que même sur la sphère dans la sphère de son activité économique, il y voit de la répression politique sous-jacente. Donc vous comprenez, c'est difficile des fois de leur enlever cela de la tête. Maintenant, il y a la réalité aussi de ceux qui à un moment donné ont eu à faire des choix, ont eu à soutenir un certain nombre d'éléments, et qui, parce que le régime a changé, ou ils ont été évincés dans la douleur ou par la force, et se sentant quelque peu en insécurité, décident de prendre la clé des champs, et puis ils se retrouvent de l'autre côté de la frontière, et ce qu'ils retiennent, c'est bien que si je m'amuse à revenir, j'ai encore d'anciens ennemis, et il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. C'est dans le camp d'en face ceux qui ont été longtemps mes profondeurs et qui ont eu un matin le dessus sur moi et qui m'ont obligé de partir. Donc il ne cessera pas de manœuvre si je rentre pour mettre pression sur moi ou m'écrouer, et donc de ce fait-là, je suis convaincu que c'est du fait de mes opinions que je suis encore dehors. Donc je suis un exilé politique, je suis un réfugié, un genre de réfugié politique. Parce que n'oublions pas que c'est... Bon, je parle de la question d'abord des réfugiés de façon plus large. C'est quelqu'un qui quitte son pays d'origine, donc de nationalité ou de résidence habituelle, par obligation. Et ce, du fait de sa race, sa religion, ses convictions politiques, il y a un certain nombre d'éléments. Maintenant, pour celui qui est exilé politique, c'est la raison première.
c'est sa conviction politique, c'est son combat politique qui est mal vu et qui le met non seulement en minorité, mais en situation de danger. Et donc pour lui, il est mieux de quitter parce que le pays d'origine ne peut pas assurer sa sécurité ou les gouvernants, les autorités n'acceptent pas reconnaître sa situation de fragilité et donc ne mettent rien à disposition pour qu'il se sente en sécurité et donc continue de vivre sur le sol. C'est un peu la réflexion qui est menée. Et vous verrez, lorsqu'on a lu par exemple les différentes interviews accordées par Zida, c'est des éléments qui reviennent, mais il n'identifie pas forcément ceux qui pourraient lui créer des problèmes. Mais j'ai fait un glissement, je suis revenu rapidement sur le cas Zida parce que pour moi c'est un cas qui est quand même emblématique. J'allais poser la question de façon ouverte, voilà, puisque après cette définition, donc, est-ce que ça peut s'appliquer aux figures burkinabés, aux hommes politiques burkinabés qui se retrouvent hors du pays? Il y a Blaise Compaoré, en tout cas ceux qui ont travaillé aussi à ses côtés, il y a Yacouba Isaac Zida aujourd'hui, entre autres. Est-ce que la notion d'exilé politique peut leur être appliquée? Moi, tout de suite, là, je disais quelque chose d'important, c'est que la question aussi de l'exil trouve d'abord sa source première dans l'insécurité qui est la vôtre dans votre pays de nationalité ou votre pays de résidence habituel. Est-ce que ce sont des personnes qui, si elles viennent ici, risquent pour leur vie? D'abord, et secondo, du fait de leurs opinions politiques ou de leur combat politique. C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et puis, qui leur en veut? Parce que je reviens encore sur les quelques déclarations qu'on a. C'est que je n'ai pas confiance au système actuel. Dès que je viens, ma vie peut être mise en jeu. Et dès que je viens, je veux qu'il y ait des mesures sécuritaires me concernant, des garanties pour que je puisse rentrer. Mais vous écouterez le porte-parole du gouvernement. Il dira, ils n'ont empêché à aucun Burkinabé de rentrer. Mais ça aussi, c'est un discours politique. Mais est-ce que c'est pas la vérité? Oui, on empêche. Je vais faire une petite anecdote. Comparaison n'est pas raison, mais je dis souvent, faire des parallèles n'est pas forcément des raisons. Je suis allé en Côte d'Ivoire au plus dur de la crise. Bon, pas au plus dur de la crise parce qu'on était déjà dans la période post-crise. Alassane était bien au pouvoir. Il avait fait arrêter beaucoup de pro-Gbagbo, voilà, de pro-Gbagbo qui étaient donc écroués et qui étaient dans des situations assez difficiles. Et je partais pour une série d'interviews, notamment avec le fils de Laurent Gbagbo. Et lui, il était sorti de prison, ça faisait pas si longtemps et tout. Et à sa résidence, il citait le nom de prisonniers politiques qu'il y avait dans les géoles ivoiriennes, qui étaient dans des situations pas possibles et tout. Mais après, au détour d'un certain nombre d'éléments, on a pu aussi rencontrer certaines autorités qui disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques dans le pays. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle? Donc c'est un langage qui revient... Voilà, je veux dire que vous êtes face à une réalité, mais qui est perçue différemment. Ils disent non, c'est pas des prisonniers politiques. Celui-là, il est poursuivi pour ceci. Il a détourné ici, il a fait ceci, il a fait cela. On attend qu'il soit jugé. C'est pas pour ses convictions qu'il est là-bas. Il sait ce qu'il a fait. L'autre vous dit non, c'est mes convictions qui m'ont emmené ici. C'est parce que je suis pour Gbagbo qu'on m'a emmené ici. Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc là-dessus, c'est-à-dire que vous aurez un fait vu et perçu différemment parce que les prismes par lesquels on regarde sont différents et c'est selon le jeu des intérêts. Et quand le porte-parole du gouvernement ou le premier ministre Dabilé lui-même dit on a empêché personne de rentrer au pays, c'est peut-être une vérité. Mais en même temps, quand vous dites, dès qu'ils rentreront, ils ont des dossiers qui les attendent parce que la plupart du temps, n'oublions pas quelque chose, ceux qui sont hors de leur pays et qui disent non, nous sommes exilés politiques et autres, on ne va jamais les juger parce qu'ils sont présidents de partis politiques ou bien parce qu'ils ont une opinion politique qui est différente du régime en place ou bien qu'ils défendent comment dire ça, ils ont un intérêt pour le fauteuil présidentiel, ils ne seront jamais jugés pour cela. Ce n'est pas un crime. Mais on vous jugera pour autre chose. C'est ça qui vous met en insécurité. On ne vous jugera jamais pour vos opinions politiques. Ça ne va jamais se faire. Ça ne va jamais se faire. Ce n'est même pas possible. Mais on vous trouvera toujours de quoi vous inquiéter quand vous viendrez.
Donc, dire que, personne n'est poursuivi pour ses opinions politiques, ça c'est un fait. Maintenant aussi, je pense qu'il faut être... C'est pour ça que je dis que le sujet il est très intéressant, mais les gens vont penser qu'il y a un double langage. Il n'y a pas de double langage. Il y a à apprécier la chose. J'ai dit il y a plusieurs prismes. Mais pour moi, le plus important, c'est pas l'apprécier selon certains prismes, mais de faire le tour de la question et puis avoir le bon regard là-dessus. C'est vrai qu'on est en train de dire qu'on ne poursuivra jamais quelqu'un directement parce que ce sont ses opinions politiques. Mais il y aura des affaires qui l'attendront. Maintenant, quand vous êtes courageux aussi, c'est ce que je pense, et que vous avez géré les affaires à un moment donné, vous avez eu confiance en votre justice, pourquoi est-ce que des fois vous ne revenez pas pour répondre, pour montrer patte blanche? Vous vous rappelez de ce que le petit frère du Tout-Puissant en son temps, François Compaoré, lorsqu'on lui demandait de rentrer répondre, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas confiance en cette justice-là. C'est ça. Je n'ai pas confiance en cette justice-là. Je sais que les dés sont bipés. Je viens non en présumé innocent. Je viens en coupable parfait. C'est ce qu'ils vont prêcher. Mais ceux qui sont là diront, on a une justice, nous on ne va pas interférer. Ils viennent et qu'ils répondent. Et ils diront, et ils n'ont pas tort. Certains qui ont été inquiétés par la même justice sont rentrés. Comment dire cela, ils jouissent même de liberté provisoire. Ils ont été courageux, ils sont venus, est-ce qu'on les a tués? Ils font même campagne. Vous, pourquoi est-ce que vous aurez des problèmes? Ils sont même candidats. Pourquoi est-ce que vous ne venez pourquoi est-ce que vous ne venez pas? Ou bien vous êtes un autre Burkinabé, un autre type de Burkinabé. Je dis tout cela pourquoi? Pour dire que selon la posture, on peut à cœur joie avoir sa lecture. Tant celle de Dabiré, comme on l'a vu récemment, tant celle de quelqu'un comme Zida, ou bien quelqu'un comme Compaoré petit frère. C'est ça la vérité. Maintenant, on comprend effectivement que la définition, sinon l'approche dépend de sa position qu'on a vis-à-vis de la question. Mais on comprend aussi que on a comme l'impression que c'est le glaive de la justice que bien d'exilés craignent au niveau de notre pays. Est-ce que mettre en branle tout un dispositif judiciaire contre une personnalité, c'est une manœuvre politique, c'est une répression politique contre sa personne? Mais dans le cas du Burkina, toute une manœuvre judiciaire contre une personnalité politique, j'en vois pas vraiment. Je m'explique. Il y a deux dossiers. Il y a le dossier de l'insurrection, il y a le dossier du coup d'État. Pour le dossier du coup d'État, c'est clair. Des gens ont été nommément cités, des gens ont traversé la frontière et après le procès ont été condamnés. Parmi ces personnes, il y a Fatoumata Diendéré qui a été coupée de 30 ans. Elle n'était pas là, elle n'était pas au procès. Elle est hors des frontières du Burkina. Il y a d'autres qui sont concernés par le dossier de l'insurrection. Parmi eux, ce sont des anciens ministres de Blaise Compaoré, avec Blaise Compaoré lui-même. Et là, il y a une différence à faire entre les deux faits. Parce que ces mêmes disent, nous avons agi au nom de l'État en tant que ministre de la République. Et donc, de ce fait, nous ne voyons pas pourquoi on doit nous juger, parce que nous n'avons travaillé que dans le cadre des responsabilités qui nous avaient été confiées. Et certains n'ont même pas accepté de traverser le Burkina. Il y a des anciens ministres qui ont été détenus et puis qui sont libres aujourd'hui, qui vaquent à leurs occupations. Et Geoffroy parlait de certains qui sont rentrés, comme Luc Adolphe Thiaw, effectivement, qui est rentré, qui a été mis aux arrêts, détenu, liberté provisoire, il bat campagne pour être député. Boniessan Arsenier, ancien ministre, qu'on appelait ministre de l'article 37, c'était d'ailleurs son surnom, assume sa responsabilité devant l'histoire, devant les hommes, il bat campagne pour être député. Nestorine Sangaré, ancienne ministre, aujourd'hui dans la société civile, d'où elle était venue, de la société civile, également a trouvé plusieurs activités, plusieurs cordes à son arc après cet épisode-là, dans la promotion des valeurs pour les jeunes filles, mais aussi dans sa bataille contre ce qu'elle appelle l'exploitation du Burkina au niveau du chemin de fer, qui fait pâlir plus d'un combat pertinent. Parmi, effectivement, ceux qui sont partis, qui craignent de revenir, il y en a aussi qui avaient dit que notre justice est très bien, elle est irréprochable, et c'est cette même justice burkinabé
qui les a tirés d'affaire dans certains dossiers, parmi lesquels François Compaoré. C'est la justice burkinabé qui a donné le non-lieu au dossier Norbert Zongo. Lui-même demandait de faire confiance à la justice, qu'il a confiance à la justice du Burkina. François Compaoré a trimballé l'événement en justice. C'était devant la justice burkinabé. L'événement Newton Ahmed Bari et Nama, Germain Bitou Nama, c'est très récent. C'est devant la justice burkinabé que François Compaoré les a trimballés. C'est devant cette même justice burkinabé qu'on demande à certains de venir répondre et qui subitement est devenu autre chose. Et c'est même parmi eux certains professeurs qu'ils avaient des juges acquis. Mais malgré tout, des Burkinabés étaient jugés devant ces juges dits acquis. Mais il n'y avait pas de problème. Cette même justice burkinabé a blanchi Salif Lamoussa Kaboré, ancien directeur général de la Sonabel, ancien ministre de l'énergie, épinglé pour des cas de malversation supposés ou avérés au niveau de la Sonabel. Il a été blanchi pendant même qu'il n'est même pas au Burkina. J'en ai fait un avant-propos ici. Il n'était même pas là. Il a traversé la frontière pendant la transition. Quand il est sorti pour des raisons de santé dans ce lieu de détention, il s'est retrouvé du côté de la frontière burkinabé. Mais il a été blanchi en son absence par la justice burkinabé. Dans le dossier Sonabel, ce sont des faits. C'est tout ce que j'ai dit sont des faits. Pas d'invention. Mais pourquoi subitement on ne peut pas aussi faire confiance à cette même justice qui vous blanchit en votre absence, en qui vous avez dit de croire, mais en même temps vous ne pouvez pas rentrer. Donc, c'est comme le dossier au Bénin. Talon, dans sa dernière interview à Jeune Afrique, invoquait le cas de Ajavon, qui a bénéficié de l'exil politique en France. Et quand la question lui a été posée, il dit d'abord ceux qui étaient épinglés par la Cour, la criette de répression des infractions économiques et de faire du terrorisme ou choses. Il dit qu'ils ne sont même pas nombreux les hommes politiques qui y sont. Le plus grand lot ne sont pas des hommes politiques, c'est pourquoi il y a moins de bruit. Mais il n'y a que quelques hommes politiques, je pense qu'il a cité 5 hommes politiques qui ont été épinglés, condamnés. Mais il dit aussi par rapport à l'exil, parce que lui-même il en a bénéficié, il était en France, il ne pouvait pas rentrer. Il dit par rapport à l'exil, vous avez un bon avocat, vous êtes un homme politique condamné par la justice de votre pays, vous trouvez un bon avocat pour aller présenter les dossiers, si c'est bien dépendre seulement c'est fini. Vous bénéficiez de l'exil politique, il dit que c'est un truc que lui connaît. Et puis il dit le tour est joué. C'est une machine qui est là qu'il faut savoir utiliser. Donc il y a aussi des gens qui maîtrisent le mécanisme, qui connaissent le mécanisme et qui en abusent. Et puis bon voilà. Que des gens refusent de rentrer par peur d'être pris, oui, mais pourquoi? Et puis si vous êtes pris, c'est pour répondre de vos faits et gestes. S'il n'y a rien à cirer aussi, vous êtes libéré. Donc je pense que il y a mais c'est dit que finalement on ne peut pas taxer de mauvaise foi aucun régime sur la question de son approche vis-à-vis de la question. Non, il y en a qui effectivement il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer pour des manipulations politiques parce que l'adversaire ne veut pas. Celui qui est en place. Est-ce qu'on peut citer des cas pour le Burkina Faso? Donc, des cas pour le Burkina Faso, pour des questions politiques où on craint que si la personne rentre, elle va bousculer l'échiquier, prendre le pouvoir et on l'empêche de rentrer. Personnellement, je n'en connais pas. Parce que ce qui est dit, ils le disent pour ceux qui ont soutenu le coup d'État. Le coup d'État était vrai ou faux? C'est un fait politique. Le coup d'État était vrai. Des gens ouvertement soutenus. D'autres, c'est des soupçons. Mais d'autres, c'est avéré. Pour l'insurrection, effectivement, il y a débat. Voyez-vous que le dossier lui-même, il est coincé. Parce que la question fondamentale, si vous voulez le condamner, pourquoi? Parce qu'ils étaient ministres de la République au moment de l'insurrection, ou bien parce qu'ils ont été ministres, donc ils ont pris fait cause pour la modification de l'article 37, et donc c'est suffisant. Dans ce cas, dans les rangs de l'ADF-RDA où il n'y avait pas de ministre, mais qui avait formellement soutenu la modification de l'article 37 et qui a pratiquement donné un coup de fouet à cette initiative le 26 octobre, et qui s'est retrouvé à l'Assemblée, à l'hôtel d'abord, et ensuite à l'Assemblée nationale, et qui aujourd'hui sont en train de battre campagne. Est-ce qu'on peut reprocher? Et parce que là, leur prise de position, c'est clairement fait, et c'est un parti politique qui l'a assumé et qui dit que je n'ai pas de compte à recevoir de quelqu'un. Ce sont des faits. Mais maintenant, les autres sont des ministres de la République. Qu'est-ce qu'on fait? Donc,
C'est la question fondamentale. Vous dites que vous n'en savez pas trop sur une personnalité qui souhaitait rentrer et qui se retrouvait face aux autorités en place. On prend le cas de Blaise Compaoré. On a vu plusieurs associations, organismes de la société civile qui ont donné de la voix pour appeler donc au retour de Blaise Compaoré, et plusieurs presses même l'ont révélé que Blaise Compaoré souhaite rentrer. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la volonté politique n'y est pas? Blaise Compaoré souhaite rentrer. Ce n'est pas seulement des médias ou des OSC qui l'ont dit, même des proches de Blaise Compaoré l'ont dit. J'ai reçu Mme Juliette Bonkongu, députée à l'Assemblée nationale, à l'émission Monde Politique. Elle a dit Blaise souhaite rentrer. Maintenant, la question, c'est comment il entre. C'est sur ces questions-là que les uns et les autres n'arrivent pas à s'entendre. C'est tout là où le débat se trouve, c'est tout, pas plus que ça. Parce que pour certains, c'est un ancien président qui doit rentrer comme un ancien président, dans des conditions dignes d'un président, dans des conditions de quelqu'un qui a dirigé le Burkina pendant 27 ans. Donc, et qui à s'attendre, à défaut d'un tapis rouge avec tous les honneurs dus à son rang, qu'au moins il n'y ait pas de l'humiliation à son arrivée. Donc créer les conditions pour qu'il rentre, pour que sa sécurité puisse être assurée, mais aussi que son honneur puisse être sauf. C'est sur ces questions-là, principalement, que ceux qui ont essayé d'intervenir n'arrivent pas à s'accorder avec le pouvoir en place. Parce qu'à côté, vous avez ceux aussi qui disent, nous-mêmes nous voulons que Blaise Compaoré rentre. Parce qu'il y a tel dossier, il y a tel dossier ou tel dossier. Ceux qui le disent. Nous-mêmes, nous ne sommes pas opposés à ce qu'il rentre. Vous demandez aux organisations de la société civile qui sont dans la défense et la promotion des droits humains et qui parlent des dossiers Norbert Zongo, Thomas Sankara et autres, ils vous disent qu'il peut rentrer. Eux-mêmes, ils attendent qu'il rentre pour répondre de ses faits et gestes. Donc ici, ce n'est pas tant il rentre, c'est comment il rentre. Et quand il rentre, qu'est-ce qui va se passer? C'est la grosse interrogation. D'accord. Je pense que c'est sur ces questions-là qui divisent. Maintenant, des négociations sont en sourdine pour voir comment est-ce que ça va se gérer et tout et tout. Et je crois aussi que le pouvoir en place, de mon point de vue, n'avait pas aussi intérêt à ce que Blaise rentre dans ces conditions-là. Parce que vous savez que comme il assume son appartenance et sa paternité de président d'honneur et président fondateur du CDP, tranche, décide et valide. Et il y en a aussi qui craignent que Blaise, une fois rentré, s'il assume son activisme politique, ça peut leur faire de l'ombre. Donc mieux vaut pas. Donc chacun joue, fait un faux semblant, mais en réalité, il y a cette question politique qui concerne la personne de Blaise Compaoré. Mais pour certains ministres qui refusent de rentrer, j'ai dit, il n'y a vraiment pas grand-chose à voir, sauf si eux, ils se reprochent quelque chose d'autre que nous ignorons. Je ferai l'autre pan du propos du Premier ministre à proprement dit, c'est la question de la réconciliation nationale. Il dit que c'est une réconciliation déjà en cours, il y a des acquis engrangés. Est-ce que vous partagez cette perception des choses, cette considération des choses? Est-ce qu'il y a véritablement des actions qui montrent qu'on est sur la voie de la réconciliation au niveau de Burkina Faso? Moi, je pense que la question de la réconciliation, elle est vraiment profonde. Et puis, ça ne s'arrête pas seulement qu'à quelques individus, mais ça ne se fait pas aussi sans concession et puis sans dialogue. Donc, ça demande que soient reversés beaucoup de sujets qui peuvent fâcher, mais dont il faut accepter d'en arrondir les angles. Parce que, par exemple, vous dites, vous n'avez jamais empêché qui que ce soit de rentrer. C'est vrai, mais lorsque ceux qui sont concernés vous disent que, je pense que ces personnes-là, elles craignent pour leur sécurité parce que, si vous voulez avoir le discours de la réconciliation, c'est des choses que vous devriez prendre en compte. La question que vous commencez à vous poser, c'est expliquez-nous c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez rentrer. Maintenant aussi, il ne faudrait pas que ce soit le lit de l'impunité, de discussion pour se soustraire de la justice. On a une histoire. On a pris des décisions. On a eu à poser des actes. Il faut avoir le courage de répondre de cela. C'est ça un homme. Maintenant, s'il faut sacrifier sur l'autel de la réconciliation toutes ces choses-là, est-ce qu'on aurait une réconciliation vraie? Parce que ça aussi c'est important. Maintenant, il y a certains pays si tu vois le cas du Rwanda et autres, qui sont entrés dans d'autres systèmes de justice qui ont permis non de faire payer forcément, parce que quelquefois c'est ce que certains attendent, mais plutôt d'être dans une dynamique qui permet à la victime de pardonner. Et là, vous voyez que la dynamique elle est tout autre. Et ça part d'abord dans l'acceptation, ça part de l'acceptation de tous les acteurs de mettre peut-être le compteur à zéro, mais en acceptant
d'oublier certaines choses, et pour les autres, de faire le mea culpa sincère. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Maintenant, quand c'est des petits jeux, pour arriver seulement qu'à se soustraire à la justice et puis rentrer, commencer à taper son tam-tam et puis faire comme si rien ne s'était passé, narguer celui qui est la victime et puis bon, faire comme si bon, ça va dans le meilleur des façons et puis on avance, ça continue. Mais ça c'est que vous dites intéressant, mais il y a des cas comme au Burkina Faso où la justice a déjà fait sa part. On a le dossier de Pouchmanké qui a été jugé, il y a des personnalités qui ont été condamnées. À ce jour, il y a des gens qui estiment qu'on pourrait voir maintenant la question de la réconciliation après avoir reçu en tout cas la sentence de la justice. Oui, vous dites bien certains. Tout à l'heure, Bernard rappelait un certain nombre de cas condamnés par contumace qui sont encore dehors. C'est des gens qui attendent aussi peut-être certaines garanties. Mais il y en a même qui, si vous leur dites de descendre aujourd'hui, ils vont vous dire ah, merci, je préfère rester là où je suis. Parce qu'ils savent plus ou moins. Et pour moi aussi, comment dire cela, les cas sont tellement différents. Je dis aussi qu'il ne faudrait pas tomber dans un travers où on fait de la réconciliation une dynamique qui n'est rien d'autre que un genre de vieille voiture sur laquelle on a mis un vernis. Et après, lorsqu'on gratte, on voit que c'est bien fort rouillé en bas et qu'il y a beaucoup de problèmes. On a le cas ivoirien. Pendant 10 ans, Alassane a fait croire qu'il travaillait à une réconciliation. Mais aujourd'hui, on en est à des clivages profonds parce que les brèches ont toujours demeuré. On a juste mis quelques couches et puis on a pensé que tout était résolu. Et à la faveur d'un certain nombre d'éléments, vous vous rendez compte que bon, de solidarité ou de réconciliation, il n'en avait jamais eu de vrai. Il ne faudrait pas qu'on aille vers ce type de folklore là ou ce type d'arrangement. C'est pas ça. Je pense que la question de réconciliation elle est beaucoup plus profonde, mais elle est basée sur la sincérité d'abord des acteurs. Et pas des discussions pour les questions de perte et profit ou qu'est-ce que je gagne rapidement. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense que quand on prend le cas du Burkina Faso, il y a des histoires douloureuses qui ont été vécues. Il y a des bourreaux, il y a des victimes. Il y a des acteurs qui se connaissent, mais le pardon vient d'une dynamique qui est tout autre. Même la justice, quand on finit de donner les verdicts et tout, ça ne permet pas forcément de pardonner. La question de réconciliation va au-delà de ça. Ça ne se fait pas sans justice. Ça se fait d'abord avec la justice. Et après, dans la sincérité, on décide de voir comment on peut arrondir les angles, comment on peut se pardonner, comment on peut avoir un nouveau départ. Mais on ne négocie pas les conditions d'un nouveau départ dans la malhonnêteté. C'est pas comme ça qu'on fait la réconciliation. C'est aussi ce que chacun des acteurs doit comprendre. Et qu'il y a à assumer ces actes. Et que quand on est homme, c'est se présenter à un moment donné et puis qu'on dise que vous êtes libre, il n'y a rien à y voir. Il y en a qui n'étaient pas là, par contumace, qu'on a blanchi. Parce qu'il n'y avait rien à y voir. Mais je pense aussi que les exemples ne se ressemblent pas. Moi, je prends le cas, par exemple, Zida. Je crois qu'on en a discuté ici avec le président de son parti. Il y a un problème. Vous êtes candidat, par exemple, à l'élection présidentielle. Vous avez annoncé que vous viendrez. Tambour battant. Bon, après, vous dites que les questions de sécurité font que vous ne pouvez pas venir. Vous êtes encore candidat. Ok. Si, par aventure, vous êtes maintenu, vous allez faire la campagne par visioconférence. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a des acteurs quand même. Avec le Covid, c'est ce qu'on fait, mais ça sera une première quand même. Rester au Canada et puis avoir des acteurs sur les terrains qui battent campagne. Et donc vous serez président et puis on va vous affréter un vol pour que vous rentrez pour direct aller à Koussiam. Ça sera un peu difficile. Je dis que, et je pense que même les acteurs au sein de son parti doivent se poser la question de quelle est la suivi du parti si d'aventure le leader continue à rester dehors. Est-ce que ce n'est pas une balle dans le pied qu'on se tire? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné à s'assumer et venir répondre d'un certain nombre d'éléments? Maintenant, lui aussi, il y a ce qu'il pose comme problème dans les interviews qu'on lit de lui. Entre les lignes, on comprend qu'il y a des décisions qui ont fâché certains de ses frères d'armes en son temps, même si on dit qu'il n'est plus de l'armée, mais il craint le retour de ce type de décision-là. Qu'est-ce qui peut être fait? Maintenant, dire que on n'empêche aucun Burkinabé de rentrer, mais tous les Burkinabés n'ont pas la même histoire et ils n'ont pas eu les mêmes fonctions, n'ont pas eu devant leurs fonctions à prendre le même type de décision. Et je pense que tous les Burkinabés, vis-à-vis de l'aéroport là,
ils ne viennent pas de la même façon. Chacun même vient avec ses petits problèmes. À plus forte raison, ceux qui ont occupé des hautes fonctions ici. Donc c'est un peu facile de dire ça aussi, de présenter la chose comme ça. Si on veut de la réconciliation, il y a des points à considérer de façon plus profonde. Bernard, peut-être une dernière question. Si on en croit à certains sondages sur la question de la réconciliation, on voit que les Burkinabés sont disposés à ce qu'il y ait une sorte d'assise, qu'on convoque en tout cas une sorte de dialogue pour permettre véritablement cette réconciliation. Encore une fois, on a comme l'impression que c'est le politique qui fait ombrage. Oui, parce que lui calcule. Lui, il est dans le calcul, il est dans l'opportunisme. Il surfe même, comme Geoffroy l'a dit en début d'émission, lui surfe sur la vague pour pouvoir effectivement engranger ses points, comme on le dit. Voilà. Et donc, ça dit que le Burkinabé, il est tolérant. Il comprend, il pardonne très rapidement, mais il y a une dose d'humilité et de sincérité qui doit aller avec. Et puis, le tour est joué. J'ai dit au lendemain de l'insurrection populaire, quand la note sur la réquisition spéciale signée par le Premier ministre Luc Adolphe-Thiaw a fuité, mais c'est comme si les uns et les autres allaient manger Luc cru s'il l'avait en face d'eux. Les commentaires étaient très durs. Et quand son retour a été annoncé, c'était encore très dur. Mais aujourd'hui, les mêmes rencontres, ce monsieur en circulation lève la main, salue avec un sourire et continue. J'ai dit bien. Les autres ont repris leurs activités. Il y en a qui occupent le plateau, qui ont passé à autre chose. Maintenant, j'ai dit, il y a une dose de sincérité aussi qui doit aller avec. Mais le politique, lui, calcule, il cherche comment récupérer d'une main ce que l'autre main a perdu. Et c'est en ce moment que ça biaise le jeu. Sinon, de mon point de vue, il n'y a vraiment pas de... Maintenant, ceux qui appellent à ce que dans l'élan de la réconciliation, on puisse se parler pour qu'on puisse avoir une sorte de catharsis nationale, là aussi, c'est pertinent, il nous faut le faire. Il nous faut le faire pour passer à une autre étape parce que les Burkinabés ont besoin de se réconcilier avec eux-mêmes, de se réconcilier entre eux pour pouvoir avancer. Et on en a besoin. Et là, on ne peut pas faire ça avec des gens dehors. D'accord. Merci à tous les deux d'avoir donné votre lecture de cette question, de cette réaction du Premier ministre sur la question du retour des exilés et de la question principale de la réconciliation nationale au Burkina Faso. On aura certainement l'occasion de revenir sur ces deux sujets. Alors, on va en moins de 5 minutes parler donc de la question au niveau de la Guinée, puisque justement dans 5 jours pratiquement, les Guinéens seront en tout cas une fois aux urnes pour décider qui du président sortant, le professeur Alpha Condé, ou de son principal challenger, Cellou Dalein Diallo, donc va présider aux destinées encore une fois du pays. Et la tension, on l'aperçoit, elle est vive, des accusations mutuelles, des suspicions qui se déroulent dans la campagne électorale entre les deux principaux candidats. On a même été informé donc que l'opposant Cellou Dalein Diallo n'a pas pu en tout cas avoir accès au fief du président lorsqu'il devait tenir campagne le 11 octobre dernier, entre autres en tout cas, une situation comme ça difficile qui laisse présager qu'il y a une vive tension au niveau de ce pays à quelques jours des élections. Quel est le regard qu'on peut y porter? Commençons par Geoffroy Baha, votre approche. Ouais, bon, quand on regarde ce qui est en train d'arriver en Guinée, je pense que il fallait pas être divin pour savoir que ça allait être ainsi, une situation de clivage profond. Vous parliez des cancans. Oui. Là où devrait se rendre Cellou Dalein Diallo le 11 octobre pour faire campagne, il n'a pas pu y aller. Il y a eu aussi le véhicule Kayassi, on se rappelle, du Premier ministre, directeur de campagne aussi de Condé. Donc c'est dans cette situation-là que les Maliens iront aux urnes. Et il faut avoir... Les Guinéens, pardon. Les Guinéens, excusez-moi. Les Guinéens, bon, on est dans le 3e mandat, donc voilà. Donc les Guinéens iront aux urnes. Donc ça fait craindre. Mais le problème même pour moi, c'est pas ça. C'est quand vous lisez les interviews de Cellou Dalein Diallo, il prévient. J'ai déjà remporté une élection, dit-il, mais j'ai accepté au nom de la paix et puis au nom de la préservation d'un certain nombre de vies pour ce qui est de la Guinée, de laisser à Alpha Condé le loisir de continuer. C'est ce que Cellou Dalein dit, mais ça ne va pas se répéter. Et là il prévient, ça ne va pas se répéter. Donc ça veut dire quoi? C'est difficile, c'est pas trop sûr qu'on reconnaisse la question des résultats tant que c'est pas en sa faveur. Et puis on ne sera pas dans la situation où avec Cellou Dalein Diallo on dise à ses partisans laissez tomber, c'est pas grave, on va pas aller à l'affrontement. Non, Cellou Dalein Diallo joue son va-tout ici. Il ne dira plus non, il faut laisser tomber. Et donc il faut craindre, et c'est ce que je pense pour la suite.
Benabouma. Oui, c'est la crainte. Je dis que les uns et les autres regardent la Côte d'Ivoire. Il y a eu une délégation conjointe, une mission conjointe de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, mais en Guinée, on n'en parle pas. Alors que là aussi, il y a les risques. Parce que le mandat de Condé, que ce soit le premier ou l'actuel, a été émaillé de violences jusqu'à présent. Et donc, violence, des morts jusqu'à présent, et ça continue. Donc, il y a un risque effectivement d'un embrasement de la situation, mais je pense que l'heure n'est pas... c'est pas à regarder. Il va falloir que la CEDEAO s'assume et que les autres États également s'assument convenablement. Mais bon, la CEDEAO préfère venir quand rien ne va bien, pour commencer à dire, bon, on appelle les uns les autres à la table de négociation, alors que là, les signes d'une crise post-électorale sont en train de se présenter en Guinée. Et c'est aussi celui d'Alain Diallo qui pense qu'il a été... ils ont volé sa victoire lors des 2 élections et qui estime que le moment aussi est venu de ne plus se laisser faire. Et donc il risque de dire maintenant ça suffit. Et c'est là où toutes les craintes se retrouvent. D'accord, merci bien à tous les deux. Nous connaissons bien la Guinée où élection rime pratiquement avec violence, et tout le défi, c'est l'après-scrutin qui sera en tout cas sur les attentions des uns et des autres dans ce pays-là. En attendant de voir, d'ici là, c'est le 18 octobre prochain que l'élection se tiendra en Guinée. Merci à tous les deux et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve demain, mercredi, pour la 3e convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.